Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce programme. Le Point reçoit ce soir Daniel Safou, qui est éditeur du journal Les Points Saillants, paraissant à Kinshasa. Daniel Safou, bienvenue. Je suis là. Comment allez-vous? Je vais bien, santé des fers. Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes éditeur d'un journal. Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? Ça fait... Le journal en soi existe. Le journal va bientôt totaliser 10 ans d'existence. Avant cela, nous avons sillonné pas mal de journaux. Ça fait 17 ans que je suis dans ce métier. Alors, quel état de lieu vous faites de la presse congolaise actuellement? Pardon? La presse congolaise, c'est une presse combattante. Une presse pauvre, mais qui se sacrifie. Ça, c'est un élément qu'il faut vraiment préciser. C'est une presse pauvre. C'est une presse qui n'a pas de moyens. C'est une presse qui n'est pas outillée. Mais c'est une presse combattante dans la mesure où cette presse décolle sur base de son intelligence. Il faut reconnaître une intelligence qui anime la presse congolaise. Et cette intelligence n'est pas différente à des intelligences qu'on trouve ailleurs. Vous me saisissez? C'est-à-dire que les intelligences qu'on trouverait à l'Occident, à l'Asie, n'est pas assez éloignées de l'intelligence de la presse congolaise. Ça veut dire quoi? L'opérationnalité du métier en tant que tel. C'est-à-dire que tant soit peu, nous essayons, n'est-ce pas, de ramener la population au mieux-être. Mais alors, quand vous dites ça, c'est-à-dire vous déplorez quelque chose, quoi exactement? Ce que nous déplorons, n'est-ce pas, dans notre presse, comme le dit Francibal, dans son ouvrage où il écrit « Si la presse n'existait pas ». Dans quelques paragraphes, il dit « C'est ridicule pour un pays qui gère des journalistes pauvres ». Fin de citation. Ça veut dire quoi? Les caractères objectifs qui sous-tend l'épistémé tombe parce que les journalistes ne se confient pas à l'éthique morale comme valeur, mais se confient beaucoup plus, n'est-ce pas, aux petits avantages qui ne cadrent pas avec la promotion de la communauté. Parce qu'il faut d'abord à tout prix la communauté, la faire du plus grand nombre, voilà. Nous devons beaucoup plus, les journalistes travaillent pour le plus grand nombre, pas pour les individus. Ben alors, vous pensez en ce moment-là que le journaliste congolais travaille pour les individus et non pour la population? Non, les journalistes congolais travaillent pour la population. Qu'on se le dise. Si les journalistes congolais ne travaillaient que pour les individus, ils ne seront pas arrêtés, ils ne seront pas inquiétés. Les journalistes congolais, c'est l'ennemi de l'autre. Un journaliste qui exerce son métier en tant que tel, il n'est pas ami de qui que ce soit. C'est pratiquement un ennemi potentiel, n'est-ce pas? Des gourous, des caïmans, de ceux qui gèrent mal, de ceux qui les journalistes sont censés dénoncer, les considèrent comme étant un ennemi. Ben voilà, vous parler d'arrestation. La dernière en date, c'est celle de Moukébaï, Mike. Oui. Ça fait depuis 62 jours qu'il est aux arrêts. Et qu'en est-il? Qu'en était-il et quelle en est la situation actuellement? Un bon journaliste a 3 places. Un bon journaliste, il a 3 axes. Il a l'exil, il a la prison, il a l'assassinat. Voilà les 3 sanctuaires d'un journaliste qui se veut journaliste. Un peu comme les politiques. Ah oui, non, pas comme des politiques. Les politiques, c'est un peu c'est la ruse, c'est les qui-vivent, c'est les gagne-pains. C'est pas les journalistes. Les journalistes, c'est la passion, c'est les métiers, c'est son art. Les journalistes, c'est aussi un art. C'est qu'on se le dise. Moukébaï, qu'on se le dise, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs dans la mesure où il répond à un des axes d'un bon journaliste. Il est en prison. Gloire à Dieu, on ne l'a pas assassiné. Et gloire à Dieu, il n'est pas parti en exil parce que ses enfants sont là, sa femme. Donc, Moukébaï, c'est un bon journaliste. Et ce que nous demandons beaucoup plus à notre justice, que justice soit faite pour notre confrère Moukébaï. Nous observons des choses de loin. Nous avons appris que les avocats de Moukébaï ont soulevé certaines exceptions. Alors, dites-nous, qu'en était-il au juste? Comment en est-il arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ne savent pas? Pour ceux qui ne savent pas, Moukébaï a rédigé des articles qui n'épargnaient pas les cardinals, notre cher cardinal. Et ces articles n'ont pas plu à sa famille, n'est-ce pas, biologique, notamment son frère Kaniki. Et ce n'est pas les cardinals qui agit, c'est sa famille qui agit. C'est sa famille qui va en justice, n'est-ce pas, contre Moukébaï. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Alors, la semaine qui suivait son arrestation, les journalistes
entre autres vous, aviez fait un sit-in devant la maison du cardinal, puisqu'il ne s'agissait pas de lui. Qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas? Nous étions partis solliciter l'essence d'humanisme. L'essence d'humanisme du cardinal, sa sainteté. Nous savons que les hommes de Dieu, quels que soient les problèmes, ils arrivent à atteindre un niveau où le pardon constitue une préoccupation pour eux. Et cette émanation du pardon venant, n'est-ce pas, du cardinal. Cela veut dire que tout ce qui a été écrit était faux. Pourquoi demander pardon alors qu'on est dans la vérité? Ce n'est pas Moukébaï qui a demandé pardon, c'est nous qui demandons pardon. Au nom de Moukébaï. Et d'ailleurs, je vous dis... Vous demandez pardon au nom de Moukébaï, oui, au nom de Moukébaï, mais lui-même, en tant que personne, il a refusé de dire pardon. Il continue à croire à ce qu'il a écrit. Il a la conviction de ce qu'il a écrit. Et d'ailleurs, encore là-dessus, qu'on se le dise, c'est pas Moukébaï qui écrit, c'est notre journaliste. Mais il assume des responsabilités en tant qu'éditeur. Mais la loi est claire là-dessus. L'article n'engage que l'auteur, n'est-ce pas? Mais Moukébaï est victime, il est là, il va revenir. Nous continuerons, n'est-ce pas, à réclamer notre confrère, nous journalistes, comme nous l'avions fait, n'est-ce pas, nous organiser un sitting. Il y a des actions qui sont prévues dans les jours à venir, mais nous attendons encore que justice soit faite. Si nous constatons il y a magouille, il y a gangstérisme dans les traitements, n'est-ce pas, de l'affaire Moukébaï, nous, journalistes, nous allons prendre nos responsabilités. Alors, à part là, vous pensez comme certains que la liberté de la presse est en recul en RDC? Oui, la liberté de presse est en recul en RDC. C'est-à-dire que, oui, en recul parce que nous avons fait des avancées. Il faut reconnaître, les journalistes, la liberté de presse n'est pas l'émanation de ces régimes, qu'on se le dise. Souvent, on a tendance à dire non, Kabila accepte qu'on les critique. Non, la liberté d'expression est l'émanation, n'est-ce pas, des années 90. Souvenez-vous, n'est-ce pas, de la conférence nationale souveraine. C'est là où l'homme congolais a arraché sa liberté. Pas seulement les années 90, les 13 parlementaires. Quand vous prenez les premiers articles, n'est-ce pas, les premiers paragraphes, n'est-ce pas, de la lettre des 13 parlementaires, ils réclament la liberté d'expression. Les 13 parlementaires. Donc, c'est-à-dire, la liberté d'expression en RDC, c'est pas du nouveau, comme on cherche à nous faire croire, non. C'est pas les gouvernements Matata, c'est pas Kabila. La liberté d'expression dans ces pays, dans son histoire, déjà remonte à l'époque des 13 parlementaires. Tshisekedi Mulumba et compagnie, Kyungwa Kumwanza, les 13 parlementaires vont réclamer la liberté d'expression auprès de Kabila, auprès de, n'est-ce pas, de Mobutu. Et nous venons des années 90, il y a un éveil. Il y a un éveil, évidemment, on veut chasser la dictature. Toute cette période des années 90, c'est l'émanation de la liberté d'expression. Mais l'entrée de l'AFDEL a commencé à étouffer cette liberté. Est-ce que cette liberté d'expression à cette époque a été consolidée? Oui, ça a été consolidé. Nous avons chassé les dictateurs. Le dictateur a fui Kinshasa pendant qu'il était dans l'exercice de ses pouvoirs. Il est allé habiter à Kawele. Cela ne fait pas l'ordre du jour aujourd'hui? Ça fait pas partie de notre débat? En fait, le problème que nous avons, il y a eu coupure. Il faut reconnaître cette coupure. Il y a eu des avancées. Ces avancées ont été arrêtées par rapport à l'entrée de l'AFDEL. C'est l'AFDEL qui vient feindre, n'est-ce pas, la liberté d'expression. Mais ils n'ont pas pire, parce que déjà nous étions dans la culture, n'est-ce pas, de dénoncer, de dire ce qu'on pourrait dire. Ils n'ont pas pu contenir, évidemment, la réaction, n'est-ce pas, de tout un peuple. Vous vous souvenez? Et quand il y a eu l'entrée, n'est-ce pas, de ceux qui ont voulu, n'est-ce pas, nous coloniser, les Rwandais, le peuple a réagi. Et tout ça, c'était dans la dynamique d'arracher notre liberté d'expression. Mais en parlant de la liberté d'expression, le fait qu'il y a prolifération de médias en RDC, ça ne vous dit pas que ça marche, la liberté d'expression? Ça marche parce qu'il y a des structures. Vous avez CESAC, vous avez l'INPC, vous avez les ministères des médias. Chacune des dynamiques a sa mission. Et si chacune des dynamiques a compris sa mission, on peut parler de l'ordre dans la presse. On peut parler de l'ordre. Et d'ailleurs, nous voulons. Il y a des moutons noirs, sans qu'on se le dise. Il y a des moutons noirs. Mais des structures mises en place peuvent garantir, n'est-ce pas, une bonne presse dans les jours à venir. Alors, on va changer de chapitre. Merci beaucoup. On parlera de Scott Campbell, qui a été
expulsé de la RDC. Et Scott Campbell, je rappelle, qui est le chef du bureau de droits de l'homme de la MONUSCO, qui a été chassé, expulsé, on va dire ça comme ça, de la RDC suite à ces révélations en rapport avec l'opération Likofi au lendemain de son expulsion. Est-ce qu'on va dire comme ça, et on va dire comme ça que la RDC est souveraine, vu que la communauté internationale a carrément désavoué cette décision, on va dire comme ça, que la RDC est souveraine? Non. Ne parlons pas de la souveraineté telle que définie par Lambert Mende. À chaque fois, il réagit, nous sommes souverains. Non. La souveraineté, c'est un concept relatif. Je vous informe, n'est-ce pas, en relation internationale, les lois internationales priment si les lois, n'est-ce pas, locales. Là, on est d'accord avec vous. Alors, dans ces cas-là, il faut éviter souvent, quand pour la souveraineté, c'est injuré. C'est un concept relatif. Nous le savons que nous sommes un pays souverain, mais avec des limites. Mais lorsqu'on veut montrer qu'on est souverain, n'est-ce pas, en expulsant un fonctionnaire international, non, c'est faux. Nous créons des problèmes. Est-ce que vous pensez que le rapport de Scott Campbell était de bonne foi? C'est un bon message. Regardez, avant que je réponde à cette question, je m'aimerais relever une réflexion. On a tendance, n'est-ce pas, à ne pas écouter la dynamique interne. Vous savez, dans un pays, quand vous avez tendance à ne pas... Évidemment, c'est comme ça que les pouvoirs fonctionnent. Ces pouvoirs ont tendance, n'est-ce pas, à ne pas écouter la dynamique interne. À son temps, quand l'opération Likofi a commencé, la voix des sans-voix est montée au créneau. Lazado est monté au créneau. Bref, les structures des droits de l'homme sont montées au créneau pour dire que la vraie valeur, c'est l'homme. Nous sommes en plein XXIe siècle. On ne peut pas, n'est-ce pas, sanctionner l'homme avec des tueries. Non. Il y a moyen. Il y a moyen d'échanger ces jeunes gens qui sont colonels, qui deviennent autre chose, voire même devenir utiles pour notre pays. Il y a moyen. Pas seulement avec des tueries. On n'a pas écouté. Ce rapport est vrai, madame. Je suis journaliste. Ce rapport est vrai. Vous certifiez ce rapport? Je certifie ce rapport. Je certifie. Le pouvoir reconnaît aussi que ce rapport est vrai. Le rapport en soi n'est pas mauvais. Le rapport est vrai. Si ce rapport est faux, qu'est-ce que les pouvoirs devaient faire? Qu'est-ce que les gouvernements devaient faire? Les gouvernements devaient présenter en son tour une autre expertise qui contredit, n'est-ce pas, les rapports, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Mais quand vous prenez ces rapports-là, c'est détaillé. Ils donnent des adresses. Ils donnent des adresses, telle maison, tel enfant, telle maman. Ils donnent ces détails, c'est un rapport détaillé. Ça fait fâcher. Comme disent les Quinois, à Simbisi Bango touche. Mais est-ce que c'est réellement ça la mission de la MONUSCO? Il y a des départements. Vous avez dit au début qu'il est chargé du département des droits de l'homme. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la mission, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Vous savez, madame, la RDC devait s'inscrire, n'est-ce pas, dans les grands paradigmes internationaux. Aujourd'hui, les grands paradigmes, n'est-ce pas, des enjeux internationaux, c'est quoi? Lutter contre le terrorisme, s'inscrire, n'est-ce pas, dans la dynamique des droits de l'homme. Là, on peut se dire que non, ça c'est un État rationnel, ça c'est pas un État barbare. Et lorsque vous êtes un État qui s'inscrit dans les paradigmes internationaux, on peut se servir de vous. Notre pays doit s'inscrire, n'est-ce pas, dans les paradigmes, n'est-ce pas, internationaux. Je ne cite que des paradigmes. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui le monde entier est en train de militer pour lutter contre le terrorisme. Le monde entier est en train de militer pour les droits de l'homme. Mais nous devons s'inscrire dans cette dynamique. Mais quand on est absent, quand on n'est pas là, nous ne sommes pas un pays considéré. C'est-à-dire, en rejetant ce rapport, vous concluez automatiquement que les pays ne jouent pas le rôle qu'il fallait jouer? Non, le pays n'a pas joué son rôle en matière des droits de l'homme, qu'on se le dise. Nous sommes encore défaillants. Combien de fois nous avons des rapports, combien de fois nous avons des assassinats, nous les enquêtes n'aboutissent pas. Où est passé Gangale? Où est passé Daniel Botetti? Où est passé Chebeya? Où est passé tous ces gens-là qui sont tombés simplement parce qu'il y a eu insécurité au pays, simplement parce qu'on a voulu, n'est-ce pas, massacrer l'être humain, qui est la vraie valeur en plein XXIe siècle. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge où sont passés les gens de Béni. En parlant de Béni. Alors, pour dire qu'on doit s'inscrire dans cette dynamique des droits de l'homme. Lorsqu'il y a des failles, le monde entier vous regarde. Je sais qu'on me dira, ailleurs aussi, ils ne respectent pas les droits de l'homme, ils ont tué Kadhafi, ils ont tué... Oui, c'est bien bon. Mais nous, RDC, devons prêcher par exemple. Parce que nous avons choisi une mode de vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire la démocratie. Nous avons choisi la démocratie comme étant notre mode de vie. Et nous devons, n'est-ce pas, respecter cette mode de vie que nous avons choisi, qui est la démocratie.
Parmi les élémentaux de la démocratie, c'est le respect de l'autre en tant que valeur. Créé à l'image de Dieu, comme disent les chrétiens, moi je suis chrétien catholique, créé à l'image de Dieu. Mais s'il faut abattre cet homme-là dans la rue, le tuer comme ça, non. Moi je pense, l'opération Likofi en soi n'est pas une mauvaise opération. C'est sur base de cette opération qu'on a cru et qu'on a accepté, ça pourrait ramener l'ordre. Personne ne pourrait encourager ces jeunes gens qui pourraient tuer, qui pourraient faire n'importe quoi, qui ont récupéré l'État, ils étaient devenus l'État. Mais l'opération Likofi, dans sa mission de réhabiliter l'autorité de l'État, cette opération n'est pas mauvaise en soi. Les implications et les applications de cette opération ont conduit à ce que nous puissions reprocher cette opération. Qu'est-ce qu'on reproche à cette opération? Les tueries. Les tueries que cette opération a pu manifester. C'est le rapport de la MONUSCO en soi n'est pas un mauvais rapport, qu'on se le dise. On ne doit pas toujours occulter des vérités. Mais il y a une autre opération, Likofi, troisième phase, je pense, qui sera lancée incessamment. Mais je crois que l'opération Likofi 3 sera diamétralement opposée à l'opération Likofi 2. Si un Koulouna fait du mal, on l'arrête. Je crois, on doit, n'est-ce pas, les juger. Souvenez-vous, n'est-ce pas, du droit qui sous-tend la présomption de l'innocence avant tout jugement. On doit honorer notre justice. On doit donner du boulot à notre justice. C'est ça le problème. Il ne faut pas que les policiers se fassent justice. Non, comme je suis en train de le voir aujourd'hui. Quand Kanyam appelle les musiciens qu'on sort pour leur donner des leçons morales. Non, c'est mauvais. C'est pas sa tâche. Okay. Nous avons les structures, il y a un ministère des médias, il y a les CESAC, il y a l'INPC. Nous, journalistes, nous-mêmes, nous pouvons résoudre notre problème. Ce n'est pas un général d'interpeller les musiciens, les journalistes. Non, non, non. On appelle ça l'usurpation du pouvoir. La police est là pour rétablir l'ordre. Si les journalistes s'impliquent dans la police est là pour rétablir l'ordre. Cette police doit avoir des injonctions des civils. Nous avons un ministre de l'Intérieur, nous avons un ministre professeur de l'Intérieur, nous avons un gouverneur qui, Kanyama, commence à prendre de la place, sa place petit à petit. C'est le gouverneur qui doit convoquer les musiciens et les journalistes. Vous ne devez pas vous jeter des cris, vous ne devez pas vous injurer mutuellement, vous devez respecter votre métier. Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un policier. Okay. C'est une occasion pour cette émission qui cesse de le faire. Nous-mêmes, journalistes, nous pouvons réglementer. Nous avons les CESAC. Mandela, quel est le travail de Mandela? Quel est le travail de CESAC? Est-ce que vous pouvez répondre à la question qui vous a été posée? Je vous écoute. Faites un effort, s'il vous plaît. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure la situation qui se passe à Béni. Au moins 84 personnes ont été tuées lâchement alors par les rebelles des ADF Nalou. On va dire comme ça que les FARDC seraient incapables de protéger sa population, de sécuriser sa population? Madame, en fait, ma thèse est contraire à toutes les thèses qu'on semble présenter. On veut nous faire croire que ce sont des rebelles de l'ADF Nalou qui sont venus jusque-là. Prenons la géographie de la zone d'opérationnalité. C'est là où Mamadou Ndale est tombé. Ouais. Vous vous rendez compte? C'est là où Mamadou Ndale est tombé. Quand vous prenez cet espace-là, d'un côté, il y a l'aéroport, de l'autre côté, il y a la MONUSCO, et un peu plus loin là, il y a les FARDC. Là où se passent, n'est-ce pas, des opérations, Mamadou Ndale est tombé là-dessus. Vous ne savez pas prendre des mesures, n'est-ce pas, anticipatives pour que cela ne se passe plus encore, comme ça s'est passé avec Mamadou Ndale. Ça continue. On va reprocher à qui? FARDC. C'est faux, madame. Ce ne sont pas des rebelles. Moi, je ne suis pas... Ça, c'est mon hypothèse. Ce ne sont pas des rebelles. Comment est-ce que les rebelles peuvent accéder dans cette zone-là? C'est une zone purement sécurisée. Il y a un, l'aéroport est là. Deux, il y a la MONUSCO. Trois, il y a les FARDC qui sont là. Comment cela s'est passé? Comment? Ça peut se passer comment? Ça veut dire que non. Mais ces rebelles ougandais ont trouvé refuge dans ces secteurs-là. Non, ce ne sont pas des rebelles. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Ce ne sont pas des rebelles. Ils sont on doit résoudre. à Béni. D'aucuns pensent d'ailleurs. Nous avons un problème sérieux. Nous avons un problème sérieux dans notre armée. Cette histoire d'intégration, de mixage, tout, ça pose pour notre armée. On doit rationaliser l'armée. C'est vraiment important. Nous étions jeunes avec vous. Quand nous étions encore jeunes, nous avons connu des mutations. Tel militaire qui quitte l'Est, il va à Bas-Congo. Ces du Bas-Congo vont à l'Équateur. Ceux de l'Équateur viennent à Kinshasa. Pourquoi cela ne doit pas se passer? Pourquoi les gens sont toujours focalisés là-bas? Quand bien même il y a un mixage. Pourquoi on ne sait pas miter les gens là-bas? Pourquoi on ne sait pas permiter les gens là-bas? Ça cache quelque chose. Alors vous pensez comme
certains que depuis la mort du général Baouma, ces rebelles ougandais ont repris du poil de la bête. Qu'est-ce qui justifie que le gouvernement a pris du relâchement dans ces secteurs-là? C'est un problème des militaires. On doit entretenir nos militaires, nos vaillants militaires. Il n'y a pas hier, on a inventé, n'est-ce pas, les FARDC, en combinaison avec la MONUSCO. Évidemment, la brigade, n'est-ce pas, la brigade que, n'est-ce pas, la MONUSCO avait mise en place, ça, on nous a aidé, n'est-ce pas, à bouter les M23, n'est-ce pas, hors d'état de nuire. Mais est-ce que le travail est fini? Le travail est fini. Mais qu'est-ce qui justifie ce relâchement de la part du gouvernement dans sa traque de rebelles? C'est la défense du gouvernement. C'est la défense du gouvernement. Pas seulement la défense du gouvernement, aussi la communauté internationale. Parce que le problème du Congo n'est plus seulement un problème congolais, parce que nous avons ce qu'on a appelé l'accord, la résolution 2098. La résolution 2098, le problème du Congo n'est plus seulement le problème du Congo. C'est aussi un problème de la communauté internationale. C'est-à-dire l'effort du gouvernement. La communauté internationale vient en appui. Mais le Congo doit automatiquement jouer son rôle en tant que tel. Qui nous allons, n'est-ce pas, indexer? C'est le gouvernement, il doit jouer son rôle. C'est ça le rôle du gouvernement. Le fait que Mouyej vient de monter une commission pour ce secteur de Beni, pour voir un peu plus clair, une délégation avec les parlementaires. Est-ce que cela va-t-il aboutir à quelque chose? Ça pourra changer la donne, d'autant plus que nous savons tous que la population, il y a une crise de confiance entre la population et les militaires en place. Ils se sont déjà constitués en groupe de défense ou de sécurisation. Pourquoi seulement parce qu'il y a eu des choses? Mamadou Ndale est tombé là-bas. On n'a pas pris des mesures. C'est maintenant parce qu'on vient de tuer les gens. On ne dirige pas un pays comme ça. On ne dirige pas le pays en suivant les événements. On dirige un pays en anticipant les événements. C'est ça la pertinence d'une autorité. C'est ça la pertinence d'un pouvoir. Mais lorsque le pouvoir agit, parce qu'il y a eu des assassinats, on met une commission. Et d'ailleurs, ça je vous donne encore l'information, c'est dangereux. J'en profite par cette émission pour dire qu'on ne dirige pas les pays à la télévision. Non. On ne dirige pas les pays avec des conférences de presse. Non. On dirige le pays avec une intelligence assise. On dirige le pays avec une rationalité. C'est pas avec la télé, avec des commissions. Non. Au lendemain de ces assassinats, les ministres devaient descendre. On devait décréter même journée, n'est-ce pas, comment on dit souvent à de tels cas, on devait décréter une journée fériée à la mémoire des gens qui sont tombés. Ce sont nos frères. Combien de fois on doit continuer à tuer les Congolais? Combien de fois? Quel est ce pouvoir-là qui doit toujours souffrir de ce que moi j'appelle la théorie d'Adam et Ève? Tu sais ce qui s'est passé dans ce qui se passe dans cette théorie? Quand Dieu pose la question à Adam, quand tu fais, Adam dit, ce n'est pas moi Seigneur, c'est Ève. Ève, quand tu fais, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Non. Le gouvernement doit apprendre à assumer ses responsabilités. Il ne doit pas s'enfermer dans la théorie d'Adam et Ève. Souvent, on est en face d'un gouvernement irresponsable à ces problèmes. Quand non, il y a eu des rebelles, les rebelles ougandais. Non, ce n'est pas ça. En parlant de rebelles ougandais, au lendemain, au moment où ils ont attaqué Beni, on a constaté également l'évasion des prisonniers à Butembo. Comment justifie-t-on cela? On va dire que ça a un lien à ces événements? Ce ne sont pas des rebelles. Madame, l'espace où se passe, n'est-ce pas, des bêtises, c'est d'abord une zone opérationnelle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une zone opérationnelle. Il y a la MONUSCO, je vous ai dit. Il y a l'aéroport. L'aéroport, c'est une stratégie aussi importante en matière militaire, même en matière civile. Je crois que l'aéroport de chaque pays, partout l'aéroport, on sécurise, surtout, n'est-ce pas, à des zones d'opération telles qu'au niveau de Beni. Mais je ne crois pas que les rebelles pourraient s'hasarder, venir jusque-là et rentrer. Non, nous devons chercher les problèmes chez nous-mêmes. Nous devons éviter chaque fois de dire ce sont des rebelles. Non, ça c'est une faiblesse. C'est une faiblesse grave de la part du gouvernement. Et quand ils en font comme déclaration, c'est grave encore. C'est pourquoi je dis, on ne dirige pas les pays à la télé. Il faut développer une intelligence stratégique, pas l'intelligence académique. Nous assistons à l'intelligence académique. L'intelligence académique, c'est ce que nous avons appris à l'université. Mais quand il s'agit du pays,
on appelle ça l'intelligence stratégique. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence académique où les gens vous disent il est licencié, il est docteur, il est bidoc. Non, l'intelligence stratégique est liée, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle ailleurs les services d'intelligence. Où est passé les services d'intelligence? Les services de renseignement devraient déjà nous donner, n'est-ce pas, les comptes rendus devaient nous dire voilà comment les choses se sont passées. Et les services d'intelligence évoluent en toute discrétion. Où sont passés les services d'intelligence? Ils sont là, mal outillés, mal payés. Ils peuvent quoi faire comme travail? Ce que vous appelez communément l'ANER. Ils sont mal outillés, ils ne sont pas soutenus financièrement. Ils peuvent vous faire quel travail? Le pays est dirigé par les services de renseignement, pas par ces ministres qui tu vois faire des bruits, non. Ce sont les services qui donnent le canevas, qui donnent la matière. Ce sont les services qui informent. Nous constatons que quelque chose peut se passer dans les jours à venir et vous anticipez de par le monde. Mais nous, nos services sont comment? Sont comment? Vous avez les talkie-walkie, vous les verrez chez les policiers. Mais un agent de l'ANER n'en a pas. Il va communiquer comment? Moi, je pense qu'on doit d'abord commencer, en première place, de planifier nos services. Et quand on aura planifié nos services, nous devions avoir ce qu'on appelle la police de proximité. Ça traîne encore au Parlement. Ça traîne encore au Parlement. Une police de proximité. C'est là. Si nous avons une police de proximité, on n'aura plus besoin de l'ICOFI 1, l'ICOFI 2, l'ICOFI 3. Okay. On n'aura plus besoin de ça. Une police de proximité, madame. Okay. Là où quand vous avez un policier, quand vous avez un policier en face de vous, vous avez l'espoir, vous avez l'espérance. Pas les biceps. La police, ce ne sont pas les biceps. Okay. Ce ne sont pas des biceps. Qui cessent de nous présenter les biceps, qui cessent de nous intimider, ce sont des policiers. Ok, on va passer à autre chose, puisque vous évoquez l'Assemblée nationale. La semaine dernière, le budget a été passé au Parlement, il a été voté, un budget à près de 9 milliards de dollars, le budget 2015, on va dire comme ça, que le gouvernement a réussi à mobiliser les recettes, puisque nous savons tous qu'il y a 2 ans, le budget n'arrivait même pas à atteindre 6 milliards de dollars. Ce sont des mensonges. Évitons de diriger le pays avec des mensonges. C'est un budget de 5 milliards. Les 4 milliards, les 40% doivent provenir ailleurs. Doivent provenir ailleurs. On doit être clair. Et les 9 000, c'est un budget de 5 milliards. Mais Matata, dans sa ruse, hier, il avait promis aux Congolais, vous aurez un budget de 25 milliards. Mais comment justifiez-vous tout ce que vous dites là, quand vous dites tout le temps que ce sont des mensonges? Tout ce qu'on vous dit, ce sont des mensonges. Est-ce que vous obtenez... Vous êtes journaliste avec moi. Quand je parle des mensonges, je crois que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a trop de mensonges dans notre pays. Mais nous, journalistes, nous avons la mission d'éclairer, d'autant plus que Émile Zola nous définit comme étant la conscience critique de la société. C'est ça notre mission. C'est un budget, que ce soit de 9 milliards. Ce que nous devons inviter, moi j'ai eu les cours de logique en première année graduate. Ce cours à la mission, n'est-ce pas, que nous puissions bien conduire notre raisonnement. Il y a trop de faux raisonnements dans notre pays. Même si, attends, laissez-moi terminer. Je réponds à ta question. Je parle du faux raisonnement. Lorsque nous devons partir, le faux raisonnement est lié à la comparaison. Lorsque l'approche est comparative, c'est du faux raisonnement. Je reviens pour dire, ils disent, hier on avait un budget de 6 milliards, de 4 milliards, aujourd'hui c'est 9 milliards. On veut nous faire croire que non, il y a eu avancé. Non, il n'y a pas eu avancé, il y a recul. Les petits pays qui sont en face de nous ici, Congo-Brazzaville, il a quoi? L'Angola a quoi comme budget? Nous n'avons pas encore atteint les niveaux exceptionnels où les peuples peuvent se... D'ailleurs, c'est un budget d'institution. C'est un budget, la plus grande partie de ce budget est consommée par les institutions. Quand on parle du taux de croissance qui est passé de 8,7% à 10% et le taux d'inflation qui avoisine 0%, on va dire comme ça que les chiffres témoignent en faveur de Matata? Les chiffres dont Matata fait allusion, jusque-là, moi je me dis, c'est du lobbying, c'est de la publicité. Parce que si réellement on a maîtrisé les taux d'inflation, si réellement on a maîtrisé des cadres macroéconomiques, nous allons-ils rester à ce stade-là? Non, on doit décoller. Nous devons passer à une autre vitesse, notamment. Mais le décollage est un processus, n'est-ce pas? C'est un processus pour combien de temps? Ce n'est pas pour le Congo. Le processus, c'est pour combien de temps? Lorsque vous avez maîtrisé les cadres macroéconomiques, lorsque vous avez maîtrisé les taux d'inflation, on doit passer à une autre phase. Vous savez comment on appelle cette phase-là? La création des richesses.
La création des richesses. Et quand vous créez les richesses, vous avez les capitaux. Et quand vous avez les capitaux, vous créez l'emploi. Quand vous créez l'emploi, vous révolutionnez les salaires. Madame, les fonctionnaires à combien? Vous qui parlez du cadre macroéconomique, vous qui parlez de combien? C'est 108 000 francs. Les huissiers, c'est passé des 90, 108 000 francs congolais. Mais il fallait déjà percevoir ces 108 000 francs, qui auparavant n'était pas possible. Qui auparavant comment? Les 9 000 de Matata, c'est aussi de la même année. S'il faut contextualiser la réalité, n'est pas diamétralement opposé aux 4 milliards de Mouzito. C'est la même chose. Rien n'avance, dis-moi un peu. Parce que les budgets de 9 milliards, on va demander aux bailleurs, hein, la garantie locative, c'est 3 mois, ce n'est plus 10 mois. On va demander, d'ailleurs, laissez-moi, je risque de m'embrouiller, l'indicateur favorable qui nous permet de dire que ces gens trompent ou disent la rentrée scolaire. Nous avons vu la rentrée scolaire. Un pays qui a maîtrisé les cadres macroéconomiques, la rentrée scolaire allait avoir lieu. Or, nous sommes en plein génocide intellectuel. Beaucoup d'enfants ne sont pas partis à l'école. Ceux qui sont à l'école sont moins. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est un budget où on cherche à plaire. Donc, quand on nous amène un budget de 9 milliards, moi je me dis, sans foi aux yeux, que notre Premier ministre n'est pas l'auteur, n'est-ce pas, de mobiliser les recettes. S'il faut mobiliser les recettes dans ce pays, il y a des secteurs, madame. Nous avons des secteurs pourvoyeurs des richesses. Nous avons le secteur de la communication. Nous avons le secteur des hydrocarbures. Nous avons le secteur des mines. Quel est le secteur où Matata peut nous mobiliser de l'argent? Mais il n'en saura pas. Parce que la maladie congolaise, Matata n'a pas pu soigner cette maladie. Vous savez la maladie de notre économie? La maladie de notre économie s'appelle sanction. Du moment où ils n'ont jamais pu sanctionner, nous n'aurons jamais un budget tel qu'on entend. Mais il y a des gens qui vous détournent des milliards, de 1 milliard. S'il faut ramasser tout cela, nous n'aurons pas un budget de 9 milliards. On aura un budget de 60 milliards dans ce pays. Il nous faut un budget de 60 milliards. Quiconque va nous amener 9 milliards, 10 milliards, 15 milliards, non, il est défaillant. Pourquoi je dis il est défaillant? Si Matata était réellement surdoué, comme on nous avait annoncé au début de son gouvernement, il aurait mobilisé assez de recettes. Il a montré à suffisance qu'il est incapable de mobiliser les recettes. Il a montré en suffisance qu'il n'est pas à mesure de sanctionner. Parce que le problème du Congo, c'est question de sanctionner. C'est ça la maladie de notre économie. C'est une économie qui souffre, n'est-ce pas, de ce que moi j'appelle les sanctions. Mais puisque vous parlez des sanctions et vous parlez également de détournement, oui. On va directement à l'affaire 207 millions de dollars alloués à l'opposition qui défraye la chronique jusqu'en ce moment. Les ministres de Finances, les ministres délégués aux Finances et d'ailleurs une motion de défiance contre lui est d'ailleurs en gestation au Parlement. On va dire comme ça que Kitebi serait un bouc émissaire dans cette affaire? Oui, dans cette affaire, oui, nous parlons de Kitebi, mais c'est un ministre délégué. C'est-à-dire que le vrai ministre des Finances dans notre pays, c'est Matata lui-même, le Premier ministre, parce qu'il s'agit d'un ministre délégué. Je reviens pour dire, dans cette affaire, c'est l'une des motions de fiances qui pourra sauver l'Assemblée nationale, qui pourra sauver Obeminaku, qui pourra sauver tous ces députés qui ont refusé, qui Tshisekedi avait demandé de ne pas aller siéger, qui pourrait sauver cette assemblée qui risque de ne pas être élue, n'est-ce pas, en 2016. Comment? Comment? Parce que le rôle du Parlement, c'est quoi? C'est le contrôle. Tout contrôle parlementaire. Dans un pays comme le Congo, notre Parlement serait le plus grand Parlement du monde parce que c'est un pays de détourneurs, c'est un pays de voleurs, c'est un pays où la sanction n'existe pas. Qui fait notre Parlement? Notre Parlement a déjà croqué combien de personnes? Je crois qu'ils ne peuvent pas terminer, n'est-ce pas, leur mandat sans pour autant croquer. Dieu est grand, Dieu leur a offert, une personne a croqué. Kitebi, parce qu'il y a une jurisprudence là-dessus. José Makila. À son temps, José Makila, gouverneur, n'est-ce pas, de l'Équateur, vous savez pourquoi on l'a renversé? Parce qu'il a affecté de l'argent, permettez-moi la tautologie, qui était censé être affecté pour le paye des enseignants, mais les a affectés pour d'autres fins. On a appelé ça détournement. Mais donc, puisque vous dites que le Parlement a eu une occasion, oui, une passe en or pour croquer ou faire tomber un gouvernement ou Kitebi, je ne sais pas moi. Mais le gouvernement lui-même déclare avoir déversé cette somme auprès de l'autorité budgétaire. Non, le gouvernement ne déclare pas dans ce sens-là. Le gouvernement justifie cela comme
n'est-ce pas, ce sont de l'argent qu'on avait affecté pour d'autres fins, notamment la chaîne des dépenses, n'est-ce pas, de l'accord cadre de l'Addis Abeba. Vous comprenez, la suivi, n'est-ce pas, de ces accords-là, de ces assises-là. C'est pourquoi moi je dis, j'assume, c'est un détournement. Mais nous devons, ne fût-ce que pour la beauté de la démocratie, ne fût-ce que pour la beauté de la démocratie, il faut que les députés arrivent. Ce n'est plus l'affaire de, entre guillemets, l'opposition, c'est l'affaire de tous les députés. Les députés doivent s'affirmer, les députés doivent construire, n'est-ce pas, une personnalité en tant que député. Les députés doivent, n'est-ce pas, réaliser une histoire. Qu'à telle année, tel ministre a été croqué, tel gouvernement. Ça donne du poids, ça donne de la considération. Et pour nous, peuples, qui avons élu ces gens, nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons. Qui ne sait pas qu'il y a des détournements dans ces pays? Qui ne sait pas qu'il y a... Mais d'aucuns pensent ou d'aucuns disent tout bas que parmi, dans les 207 milliards de dollars, il y a une somme qui a été affectée pour les soins de Tshisekedi. Maman, nous devons respecter cet homme-là. Tshisekedi, c'est le père de la démocratie dans notre pays. Mais ça ne veut rien dire. S'il est subventionné par son gouvernement, par l'État congolais. Nous devons respecter cet homme-là. Quel manque de respect parlez-vous? Que je te donne les noms des gens qui souffrent à la majorité, qui sont malades. Que je te donne les noms, sans peur, vous acceptez, parce que demain, on va couper cette émission. Que je te donne les noms des gens qui sont sérieusement malades. Mais Tshisekedi, c'est quand même Tshisekedi. Donc, dire que si le gouvernement, le gouvernement de son pays est en train de subventionner ses soins médicaux, qu'est-ce qu'il y a d'injure? Qu'est-ce qu'il y a d'insulte? Mais pourquoi nous sommes tombés à Tshisekedi? Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Nous parlons de détournement. Nous parlons des sanctions qui n'existent pas dans notre pays. Répondez à la question. Alors, si on prend, puisqu'il y a certains qui le disent. Si on a pris cet argent-là pour Tshisekedi, c'est un détournement. Parce que cet argent n'était pas affecté pour Tshisekedi. Cet argent était affecté pour l'opposition. Et d'ailleurs... Ça ne serait pas pour une bonne D'ailleurs, cause. pas pour l'opposition. Pas seulement pour l'opposition. Pour les porte-parole de l'opposition. Il faut préciser. Or, le porte-parole de l'opposition, on ne l'a jamais désigné. On ne l'a jamais désigné. Et vous prenez toute une rubrique destinée aux porte-parole de l'opposition pour affecter cela à d'autres fins. Même si on a affecté ça pour Tshisekedi, c'est un détournement. Il doit y avoir des sanctions graves à l'endroit de M. Kitebi, qui est le ministre délégué. Évidemment, en complicité avec son vrai ministre, qui est Matata Mponyo. Parce que les ministres délégués... Qu'avez-vous? Vous avez un problème personnel avec le Premier ministre? Puisque vous avez même déclaré dernièrement que Matata aurait corrompu les députés moyennant la somme de $2500. Ça serait pour quelle fin? Ça serait pour les 50. Dans votre chaîne? Il faut vous intéresser de votre chaîne. Qu'avez-vous contre Matata? Elle va jusqu'à corrompre les députés. Nous avons un ministère de la citoyenneté. Nous avons un ministère de la citoyenneté. La mission première d'un citoyen, c'est de veiller au... Est-ce que vous avez de preuves quand vous dites que Matata Mponyo a corrompu les députés? Je ne l'ai pas dit ici avec vous. $2500. Ici, je ne l'ai pas dit avec vous. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Non, parlons de ce que j'ai dit. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Je crois que le rôle d'un journaliste, c'est aussi la citoyenneté. Un citoyen convaincant et convaincu est censé, n'est-ce pas, suivre la bonne marche, n'est-ce pas, de son pays. Ce sont, n'est-ce pas, les gens qui sont à notre service. C'est ça, c'est pourquoi on appelle ça ministère. Répondez à la question. Oui, ministère. Donc j'ai tout intérêt. Vous vous acharnez tout le temps contre le Premier ministre. Avez-vous un problème personnel? Je ne m'acharne pas contre... Quand vous dites des choses, vous avez suffisamment de preuves? Mais non, madame, nous avons parlé de Kitebi avec les $207 000. Je crois que nous avons suffisamment de preuves. Millions de dollars. Nous avons des preuves là-dessus. Pour un ministre, pour un premier ministre qui se veut le père de l'orthodoxie, n'est-ce pas, financière, je crois qu'une telle erreur ne peut pas se passer. Donc, il doit y avoir des sanctions. Et moi, en tant que journaliste, en tant que citoyen, en tant que compatriote, j'ai tout intérêt, n'est-ce pas, d'avoir un œil permanent sur ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la gestion de mon pays. C'est cela le contrepoids. Au cas contraire, les gens vont diriger le pays comme s'ils dirigeaient leur famille, comme s'ils dirigeaient leur foyer. Ça, c'est le Congo, c'est le pays. On vous place là pour nous gérer. Si nous constatons, vous gérez mal, nous avons la mission, n'est-ce pas, de dénoncer. Nous avons cette mission. Madame, on vous présente... Vous ne dénoncez pas pour le plaisir de dénoncer. Vous me demandez des preuves, laissez-moi vous donner des preuves. On vous présente un Premier ministre puissant, rigoureux, teinté d'orthodoxie financière,
Mais n'est-ce pas, ce Premier ministre-là, qui touche ses indemnités de sortie, on vous trompe. Moi, je vous dis, on ne doit pas diriger le pays avec les mensonges. Ce sont des mensonges. On nous a menti. Nous étions au courant, vous et moi, nous sommes journalistes. Nous étions au courant que ces gens-là avaient touché les indemnités de sortie. Mais quand on est allé poser la question, quand on est allé chercher l'information, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Non, ils n'ont jamais touché les indemnités de sortie. Mais vous et moi, nous avons appris, c'est leur palais du peuple, dans la bouche des députés, qu'ils avaient déjà touché les indemnités de sortie. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça rationnel? C'est irrationnel. C'est un sui generis, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, n'est-ce pas, quelqu'un qui touche ses indemnités de sortie et qui continue à toucher encore son salaire. C'est dangereux pour un pays. Ce sont des choses que nous devons, n'est-ce pas, dénoncer. Ce n'est pas que je suis contre Matata, je suis contre... Non, non, non. Je suis contre quiconque qui dirige mon pays avec irrationalité, avec mégestion, avec détournement, avec vol, avec mensonge. Voilà ma mission en tant que journaliste, voilà ma mission en tant que citoyen. Il faut le dénoncer quand vous constatez qu'il travaille mal. Il faut l'applaudir quand vous constatez qu'il travaille bien. Or, jusque-là, il ne fait pas bien. Nous devons dénoncer. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit retenir de lui, puisqu'il ne travaille que mal? Il n'y a pas... On va dire... Quand vous voulez parler de Matata, que doit-on retenir? Il n'a pas encore travaillé. Il est dans les processus qu'on a amorcés il y a longtemps. Les processus que Mozito a amorcés. Bien que lui, là aussi, il a fait des bévies, qu'on se les dise. Qu'on se les dise. Il est dans ces processus. Les cadres, la maîtrise du cadre macroéconomique, ça commence avec Mozito. La maîtrise des taux d'inflation, ça commence avec Mozito. Donc, il est dans des processus dont vous avez fait allusion. Mais l'identité de Matata en tant que telle, nous n'en avons pas encore. Nous n'en avons pas encore. Nous avons besoin de son identité en tant que telle. On se disait, non, l'identité commençait, on commençait à les sentir. L'orthodoxie, nous, on a compris sur des mensonges. Quand vous allez à la Cour des comptes, quand vous prenez la reddition des comptes, le budget n'a été appliqué que à 46%. C'est un échec grave. Il ne mérite pas de reconduire le gouvernement. 46%, même pas 50%. Vous et moi, nous avons été à l'école. Lorsque vous réalisez 46%, laissez-moi vous poser la question. Vous allez passer des classes? Non. Il y aura certainement donc, une délibération. Là, ce n'est pas moi. Parce que vous allez me dire que non, vous avez des problèmes. Non, non. Je n'ai rien à voir avec les premiers. Mais je constate, les surdoués viennent d'échouer. Les surdoués vient de réaliser 46% dans l'applicabilité, n'est-ce pas, de l'exécution, n'est-ce pas, du budget 2014. C'est un échec, 46%. Il faut que le peuple soit au courant que les surdoués n'a réalisé que 46%. Or, ailleurs, un surdoué doit réaliser des mentions distinctives. D'accord. Doit réaliser des 60%. Donc, acceptons qu'il est démissionnaire, il doit effectivement démissionner, parce que dans l'applicabilité et dans l'exécution même du budget, le Premier ministre a échoué. Il a exécuté les budgets à 46%. Nous, on attendait un Premier ministre exécuter les budgets. Ça ne sert à rien de vous répéter. Merci Même beaucoup. le social, il a échoué. Merci beaucoup, Daniel Safou. Je signale que vous êtes éditeur d'un journal paraissant à Kinshasa, Le Point Saillant. Un journal d'engagement et d'investigation. C'est comme ça que vous n'avez jamais cessé de me poser des questions. Avez-vous des preuves? C'est un journal d'investigation et d'engagement. C'est le journal de la gauche. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, mardi à 20h30, avec un nouvel invité, bien entendu. Restez avec nous sur VOA. La République démocratique du Congo possède 80 millions d'hectares de terres arables, dont 4 millions sont irrigables. Notre pays a un vaste réseau hydrographique et une diversité climatique offrant des conditions extraordinaires pour une grande variété de cultures